Bonjour à tous, bonjour à toutes. Morning. Welcome to the webinar. We are so happy to have you. Je voudrais commencer déjà par un quote. Can we have a slide show, please? Je voudrais commencer en fait par un quote de Wangari Maathai. Qui est une championne et une référence dans le monde de l'environnement, dans le monde de la restauration des écosystèmes. Wangari Maathai, père son âme, disait qu'il est important de soutenir toutes nouvelles idées et initiatives qui peuvent faire la différence pour l'Afrique. Fin de citation. Et nous savons que les femmes sont les pionnières dans l'innovation. Elles sont pionnières dans la création de valeur ajoutée, des solutions adaptées ou des solutions qui ont le potentiel d'être adaptées aux défis multidimensionnels tels que les changements climatiques, les crises sécuritaires et ainsi de suite. Et ne dit-on pas justement que les femmes sont la moitié et les femmes portent la moitié du ciel? Donc, bienvenue donc à ce webinaire. Next slide. Dans ce webinaire, donc, nous voulons mettre en avant justement le potentiel des femmes. Nous voulons sensibiliser et présenter les réussites afin d'influencer les politiques et les décideurs et voir ensuite comment est-ce que le potentiel des femmes peuvent être libéré et mobilisé pour la réalisation de la Grande Muraille verte. C'est l'objectif qui nous réunit ce matin. Next slide. Nous avons des éminentes personnalités, chercheurs, activistes qui sont avec nous ce matin. Et pour commencer déjà, je me présente, je m'appelle Mawa Karambiri. Je suis chercheur à CIFOR ICRAF, basé au Burkina Faso. Et je serai votre co-modératrice pour ce webinaire en compagnie de Madame Laura, qui est basée au Kenya, précisément à Nairobi. Nous sommes honorés de vous avoir, comme je l'avais dit, et nous avons un programme très alléchant. Nous aurons des communicatrices qui nous viennent de la Mauritanie, du Mali, du Nigeria, du Soudan, du Ghana, et une fabuleuse modératrice qui nous vient aussi du Mali. Et nous aurons aussi une belle communication qui nous vient du Niger. Avant de planter le décor véritablement, nous avons des règles, des informations pratiques. So for the language, for example, if you want to choose your preferred language, you can look at the bottom of the screen. You will see an icon that has a shape of a globe. You can just click on it and decide which language you want to choose. You can pick French or English depending on the channel you want. Aussi, pour l'audience et aussi pour les présentatrices, les communicatrices, nous avons aussi des rôles. Essayons d'être concises, essayons de rester dans le temps, essayons de fermer le micro aussi quand on ne parle pas. Voilà, on est prêt pour commencer. Et next slide. Je parlais justement de la Grande Muraille verte. Et qu'est-ce que c'est que la Grande Muraille verte? La Grande Muraille verte est une initiative panafricaine qui vise à promouvoir la gestion intégrée des écosystèmes et le développement durable. L'initiative a été lancée depuis 2005 au Burkina Faso et a pris un nouveau renforcement en 2007 sous la Coupe de l'Union africaine. L'initiative Grande Muraille Verte couvre déjà 11 pays initiaux, mais en phase d'être étendue à plusieurs autres pays
dans la région africaine. L'initiative est coordonnée par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, mais avec beaucoup d'autres partenaires qui entrent dans la mise en œuvre de cette brillante initiative. Next slide, j'avais mentionné aussi que ce webinaire fait partie, en fait, d'une série de webinaires que le programme KAGOA, Connaissance pour la Grande Muraille Verte, est en train de mettre en œuvre. Le programme KAGOA a été lancé en 2023 et est financé généreusement par l'Union européenne et est mis en œuvre par le CIFOR-ICRAF et la FAO. Le programme couvre 3 objectifs majeurs qui sont l'amélioration et l'adoption des techniques de restauration qui se sont prouvées effectives. Le programme vise aussi, le deuxième objectif, c'est l'amélioration de la santé des terres et la surveillance justement de la végétation. Et enfin, le troisième objectif, c'est l'amélioration de l'environnement politique. Donc, je parlais un peu du troisième objectif qui visait un peu l'amélioration de l'environnement politique et institutionnel afin de soutenir les actions de reverdissement dans la région africaine. À présent, nous allons faire un petit sondage pour savoir qui est avec nous et d'où est-ce que vous nous rejoignez. On the next slide. Voilà. Nous allons faire le sondage à travers Mentimeter, un peu un lien qui va permettre à chacune d'entre nous d'être sur les sites de Mentimeter et puis d'écrire notre réponse. So the first question we have on our poll is, which country are you joining us from? Which is for us very, very important. Oh, what's this? Okay, oh, sorry. Oh, Ghana, Kenya, Belgium, Switzerland. Good. More. We want more. Okay, let's go, let's go. I think this is for us interesting to understand where the interest lies in the Great Queen Wall. Okay, I see a lot of prevalence from Kenya. Okay, it's nice. More, we have 90 people in the room. Let's get more responses. France, Germany, Portugal. Okay, let's close this. The Netherlands. Yes, I see high prevalence in, oh, Wallonia. Okay. I like the ones that send them with the exclamation mark. Yes, Kenya, Cameroon. Okay, great. All right. Okay, so I see a European African sort of connection here. Okay, let's go to the first sort of real question. Oh, there's a last, oh, Spain, yes, still European African. Okay, so this question is about your expectations. We're gonna be together for 2 hours. What do you think, what would you like to gain from this webinar? And you can put more than one response or just one response. Okay, inspiration. Yes, we're here to inspire. Perspective. Yes. Come on, we want your, okay, showcase women leadership. Yes, that's why we're here. We want to showcase women leadership. We want to discuss how to promote that and how to enhance that. Oh, yes, okay, yes. Sharing experiences, restoration, link to reports. Yes, we will provide some links to material in the chat or also in after the event is over. Land access tenure.
Okay. Understanding, monitoring restoration. Oh, I love this. More involvement of women. Yes. Yes. Okay, so I really hope we will not be we will not be yes, that we will match your expectations today. Sorry. And finally, we have another question. I will put it on the screen for a moment, but then I'll hand over the webinar to Mawa, Laura, and the organizers, and you have time to think about it, and we will review your answers after in around half an hour, more or less. So, okay, I'm going to move ahead. So this is the question, and I will take it down in a moment, but it will be active, so you can still type. How should women be involved in land restoration, the Great Green Wall? So what is your opinion? How do you think women should be involved in this thing? So, okay, please do respond. I will stop sharing my screen, but the question will remain active, okay? Thank you so much. Merci beaucoup, Fabio. Thank you, Fabio. Laura, you want to take us away for the keynotes? Yes, Mawa, thank you so much. Good morning, good afternoon, everyone. We're going to hear from two phenomenal women who are going to be sharing with us the work that they're doing in Mali and Mauritania. And so we have two women. The first keynote speaker is Ms. Kessen Toll. Ms. Kessen Toll is a land manager, policy advocate, and co-writer of the award-winning movie Timbuktu. Since 2018, she has been involved in protecting an acacia forest and threatened wetlands in collaboration with village communities and the Ministry of Environment in Mauritania. Welcome, Ms. Kessen. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de participer à ce webinaire. Je salue cette initiative et j'espère qu'elle pourra continuer vraiment de façon active pour que d'autres puissent mettre voilà, leur expérience en partage aujourd'hui. Je salue toutes celles qui sont parmi nous, mes sœurs, mes compatriotes que je vais entendre tout à l'heure et que je félicite au passage pour tout le travail qu'elles abattent dans leur pays. Alors, moi, je suis en Mauritanie. J'aimerais voir mon slide peut-être affiché. Donc, je vais commencer par parler donc de notre carte pour que vous voyez un peu où je me situe, c'est-à-dire que je suis en Mauritanie. Pour tous ceux qui le savent, ce pays est à 80%, à plus de 80% un désert, d'où encore plus l'importance pour nous de, voilà, de valoriser toute action de protection environnementale et notamment me concernant voilà, la forêt d'acacia que nous protégeons aujourd'hui depuis 2017. Nous sommes situés dans le sud de la Mauritanie. Donc voilà, c'est ce site que vous voyez à l'image et la forêt que nous protégeons. Euh, donc, qui est entouré d'un lac qui est un bras du fleuve du Sénégal, comme nous sommes proches du fleuve Sénégal. Voilà, avec donc un écosystème euh, qui est classé zone humide depuis quelques années. À proximité, nous avons des villages essentiellement Peuls, où ce sont des femmes qui y vivent parce que le pâturage, ce sont les hommes, mais également aussi une petite communauté de femmes maures qui essayent de s'activer aussi avec de petits maraîchages. Nous avons beaucoup d'animaux sauvages, de phacochères, de singes, de fennecs, de beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces d'oiseaux, notamment aussi des oiseaux migrateurs dont c'est le passage.
Donc, quand nous sommes arrivés sur ce site, nous avions la première problématique que nous avions, c'était de pouvoir faire en sorte que ce site soit focus par le ministère de l'Environnement, c'est-à-dire attirer leur attention sur cet espace qui était très atteint par le charbonnage, qui malheureusement encore aujourd'hui continue. Nous avons réussi à clôturer 90 hectares de cette forêt. Donc, ces 90 hectares donc, restent du coup protégés, mais tout l'alentour, encore aujourd'hui, est de manière très intensive voilà, coupé tous les jours, ce qui limite aussi toutes les actions que nous entreprenons pour reboiser cette forêt et aussi pour amener de l'activité créatrice de revenus pour les femmes des villages. Nos premières actions avec les femmes des villages, ça a été donc de refaire vivre leurs puits parce qu'ils n'avaient plus de puits pour pouvoir commencer à reprendre leur maraîchage, ce qui a été fait. Ensuite, avec les femmes Peuls qui, de tout temps, n'avaient aucune activité génératrice de revenus, nous avons initié la construction pilote de maisons bioclimatiques qui se nourrit des exemples des huttes Peuls. Et donc, nous avons pu, grâce à ce projet pilote, amener toutes ces femmes à bénéficier durant toute cette phase pilote, donc sur plusieurs mois, à bénéficier d'activités rémunératrices, ce qui nous a conforté dans l'idée de pouvoir déployer à plus grande échelle ce projet. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons face à un problème beaucoup plus important et qui nous dépasse, qui est que notre lac, depuis 2 ans, donc toutes ces images, ces belles images que vous voyez, toute cette eau que vous voyez, tout ce lac que vous voyez, n'existe plus parce que tout simplement, le lac a été asséché pour entamer de l'agriculture. Donc aujourd'hui, non seulement la population depuis 2 ans n'a plus de source d'eau, ni pour elle, ni pour son bétail, mais nos activités à nous de protection de cette petite forêt se retrouvent voilà, malmenées avec toute cette biodiversité qui aujourd'hui voilà, se retrouve complètement détruite. Nous essayons de mener encore aujourd'hui des actions avec le ministère de l'Environnement. Pour l'instant, nous n'avons pas gain de cause, ce qui est problématique. Et ça fait 2 ans que voilà, nous essayons d'avoir de l'appui, sachant que la muraille verte, d'un côté, essaye de pousser à la protection des forêts et à la régénération des sols et à la protection de toutes ces communautés fragiles. Nous sommes dans une situation paradoxale où vous voyez, voilà, sur cette carte, toute cette partie, voilà, sur ces images qui étaient à l'époque un lac et aujourd'hui, ce sont des terres brûlées qui attendent une agriculture future. Et en attendant, une population qui attend de savoir quel est son sort et un projet de protection qui est mis à mal et qui n'arrive pas à se redresser. Donc, c'est pour l'instant vraiment un appel que je lance, un remerciement pour cette possibilité de prendre la parole et de pouvoir parler de cette problématique qui est d'abord la priorité pour pouvoir ensuite reprendre toutes ces activités que nous avons commencé à initier, c'est-à-dire toutes ces pépinières pour reboiser toute cette partie qui a été détruite par le charbonnage qui continue voilà, malheureusement encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Thank you so much, Ms. Kesson. And now I'm going to welcome our next keynote speaker,
who is Miss Keita Aida, who is the president of Energy Mali, which is a company that promotes equitable access to energy by integrating the gender perspective. And then she's also a consultant for the Women Green Platform. And she was formerly the Minister of Environment, Sanitation, and Sustainable Development from 2016 to 2017 in Mali. Bienvenue, Miss Keita. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord, OK. Donc, si vous pouvez présenter la slide. OK, merci beaucoup. Et c'est un réel plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui pour essayer un peu de parler de cette initiative Grande Muraille Verte, mais surtout parler de ce que nous pouvons faire et que ce que les femmes doivent faire ou devraient faire ou être accompagnées pour que vraiment on ait des résultats pour l'Agence panafricaine. OK, merci beaucoup. Donc, la première image que vous allez voir, c'est une image de l'atelier de lancement de la plateforme verte des femmes qui a été lancé le 24 avril dernier à Bamako et donc avec son slogan qui est Agir maintenant pour demain. Je pense que c'est un slogan très important. Et donc, comme ça a été rappelé, j'ai été la consultante pour l'Agence panafricaine Grande Muraille Verte pour l'élaboration d'un document cadre d'orientation pour la mise en place de cette plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte. Continue. Donc, pour moi, c'était important de rappeler un peu l'espace Grande Muraille Verte qui concerne bien sûr les 11 pays. Et cet espace regorge d'une population quand même assez importante, 502 851 000, dont plus de 50% sont des femmes, ce qui constitue non seulement une force, mais comme on l'a dit, une opportunité pour cibler les femmes dans la décision qui les concerne. Donc, la plateforme verte constitue un levier de développement sur lesquels sont appelés à agir et intervenir des milliers de citoyennes, non seulement pour nous de l'espace de la Grande Muraille Verte, mais également dans le monde, afin de mettre en place des synergies et des complémentarités par rapport aux efforts de chaque gouvernement, qui sont axés bien sûr sur le bien-être des femmes et la prise en compte des changements climatiques. Donc, l'agence a initié cette plateforme pour promouvoir notamment l'autonomisation des femmes et des filles, l'égalité des sexes, bien sûr le tracé de la Grande Muraille, vise aussi l'accroissement des revenus des femmes pour améliorer leur statut et que la femme puisse vivre dignement dans un environnement de paix. Donc, l'initiative La Grande Muraille est bâtie sur un dispositif qui se réfère bien sûr aux différentes conventions dites de Rio et de divers actes constitutifs. Et bien sûr, ce cadre général a été complété par des actions de création des agences nationales au niveau de chaque pays de la Grande Muraille Verte. Donc, sa mission, c'est d'accompagner l'agence et les structures nationales dans le processus de mise en œuvre de la Grande Muraille, en fédérant et harmonisant les actions multiples des femmes, bien sûr, toutes catégories confondues, d'ici 2030. Donc, la plateforme verte, c'est un cadre pour assurer un certain encadrement et surtout servir d'interface pour les nombreuses femmes qui n'ont pas accès aux sphères de décision, pour traduire en réalité et par des actes concrets, actions concrètes, les orientations notamment de l'ODD 5, qui vise l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des filles. La plateforme verte également doit servir d'observatoire des droits des femmes dans l'espace communautaire et œuvrer pour la garantie de leur participation effective à la gouvernance locale et à l'accès aux ressources naturelles en tant qu'opportunité économique
Donc, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. L'image que vous avez, c'est un exemple de parties prenantes qui ont été impliquées dans la mise en place et dans la prise de décision au niveau local, au niveau du Mali. Donc, il y a les représentantes des mouvements féminins, des eaux et forêts, de la mairie, etc., qui doivent tous être impliqués dans la mise en place d'actions précises. OK. Maintenant, on voudrait peut-être voir en tant que engagement des femmes dans l'initiative Grande Muraille Verte. Bon, nous savons que les femmes ont toujours été à l'avant-garde des défis environnementaux et de ce fait, toutes les actions portées par elles doivent, et nous sommes sûrs, vont contribuer à la réduction des effets néfastes des changements climatiques. Donc, cette plateforme, bien sûr, c'est un cadre d'échange et de partage de données. Elle est le socle vraiment de la jouissance des droits économiques, politiques, sociaux, culturels des femmes. Bon, cette plateforme autour de la Grande Muraille, pour objectif, c'est de placer les femmes, cette couche sociale vulnérable, au cœur des actions et des préoccupations de la Grande Muraille verte, en créant bien sûr un cadre assez structuré, mais nous retenons surtout en étant un outil de développement de façon générale de la Grande Muraille verte. Prochaine slide. Donc, la plateforme verte des femmes, c'est un dispositif d'application des acquis de l'Agence panafricaine qui est porté par les femmes, notamment leaders, au sein de l'espace. Et pour concrétiser vraiment cette volonté, ça a été rappelé des chefs d'État et des pouvoirs publics à transcender les défis et opportunités, sur les opportunités et les initiatives vertes pour vraiment soulager aussi l'action des femmes qui œuvrent pour la justice climatique. Donc, les deux images, pour nous, elles sont assez illustratives, mais surtout, je vais dire deux mots sur l'aspect des foyers améliorés, qui est une expérience qui est bien connue, je pense, à plusieurs échelles et dans beaucoup de zones et qui permet surtout la réduction de la coupe de bois. Maintenant, la stratégie pour renforcer un peu ces initiatives, pour nous, il s'agit de mettre l'accent sur la forte implication des femmes dans la gestion des terroirs à travers la mise à l'échelle et l'adoption de bonnes pratiques de gestion durable des terres à travers les foyers, la réalisation de plantations de bosquets par les femmes, les jardins polyvalents, les jardins nutritifs, les fermes agricoles communautaires intégrées. Ce sont des expériences qui existent déjà dans certains pays. Nous avons eu à le constater au cours de l'étude que nous avons eu à mener. Donc, il s'agit de mettre aussi des cadres propices d'échange et de renforcement des capacités des femmes, euh, avoir des activités, l'installation des plateformes polyvalentes d'activités génératrices de revenus, développement de l'entrepreneuriat, la mobilisation de crédits, etc. Donc, les images, c'est juste pour illustrer le plaidoyer à gauche, le plaidoyer de haut niveau qui permet aux femmes et aux groupements de femmes de pouvoir se faire entendre. Et l'aspect, la photo à droite, c'est vraiment une formation qui a été faite euh, par rapport au foyer, qui veut dire préservation de nos ressources naturelles, moins de coupe abusive de bois, amélioration du couvert végétal et taux d'adaptation qui est vraiment facile parce que tout le monde a accès. Ce sont des matériaux qui sont facilement, qui sont disponibles et qui ont un coût économique assez abordable pour les femmes. Que faut-il faire différemment pour nous? Il s'agit de vraiment capitaliser les acquis de la plateforme verte des femmes, qui constitue un espace neutre de dialogue, de partage, de renforcement des capacités euh, pour accroître les initiatives et les innovations vertes portées par les femmes. Il faut également élaborer une cartographie des organisations de femmes, des fêtières, des réseaux sur le genre, l'environnement, les changements climatiques, la dégradation des terres, c'est-à-dire avoir une situation de référence par rapport aux différentes thématiques et dans les différents pays.
Il faut mettre en place une base de données. C'est très important sur les initiatives de financement structurant qui existent. Et nous disons que les femmes doivent être formées à l'élaboration de projets novateurs pour la mobilisation des ressources auprès des partenaires. Malheureusement, souvent, il y a beaucoup d'intermédiaires et nous pensons que les femmes directement le long de la Grande Muraille Verte doivent être elles-mêmes formées et être porteurs de ces projets pour la mobilisation des ressources auprès des partenaires. Donc, elles doivent élaborer des notes conceptuelles sur des projets structurants, etc. Donc, il faut également réaliser, de notre point de vue, des campagnes de plaidoyer au niveau des parties prenantes du secteur privé. Et nous savons que dans beaucoup de nos pays, le secteur minier peut être un partenaire euh, et nous savons qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport à ce secteur. Il faut mettre en œuvre l'initiative verte innovante sur les emplois verts et la résilience vraiment axée sur les femmes. Donc, privilégier les projets à impact sur les changements climatiques. Et nous savons que concernant les risques climatiques et l'alerte précoce, il faut pouvoir maîtriser ces risques et les enfants qui sont les plus concernés par les inondations et les catastrophes naturelles doivent être réellement formés en alerte précoce et en préparation à ces risques. Je pense que les situations que nous vivons au Burkina, au Niger, au Mali, pour ne citer que cela, sont très illustratives et pour nous, les femmes doivent être vraiment formées par rapport à ces catastrophes. Autre message clé pour nous, c'est vraiment d'opérationnaliser la feuille de route issue des recommandations du lancement de la plateforme verte qui a été fait. Donc, chaque pays devrait avoir cette feuille de route comme tableau de bord et pour rendre opérationnelle la plateforme verte. Il faut mutualiser les efforts et les initiatives en termes d'accroissement du pouvoir économique des femmes à travers les périmètres maraîchers, les bosquets, développer la régénération naturelle assistée, etc. Et doter surtout les femmes de petits équipements et intra-agricoles. Il faut favoriser également le partage politique de la plateforme verte par les chefs d'État, assurer la mise à l'échelle des bonnes pratiques de gestion durable des terres par le biais d'autonomisation de la plateforme, la Grande Muraille Verte, pour un Sahel que nous souhaitons vert et résilient. Tenant compte de deadline, je vais m'arrêter là, mais dire que vraiment merci beaucoup pour le suivi et nous devons vraiment garantir pour ces femmes beaucoup d'actions et pour permettre leur développement à la base. Merci beaucoup. Thank you so much, Ms. Keita, for sharing with us the wonderful work that the platform, the Great Green Wall Women Platform, is going to be doing and what it's already doing. That was really inspiring. So before I hand over back to my colleague Mao to take us through more success stories from wonderful women across the Great Green Wall, I'd like us to go back to the poll, or rather the chat, and we are going to have a chat blast and answer one more question. I think Fabio has already posted it in the chat. Or rather, he's going to be doing that. Yeah, I'm going to do it, but sorry. But before we do that, and I will explain how that works, I just want to show the responses that we've got to the question that was left open in the polling. So we have 17 responses to how should women be involved in land restoration. We're not going to go through them right now, but I would like to thank everybody for their inputs. So now what I will do is I will open the chat for everybody. I will copy paste a question in the chat, and everybody should respond to that question as we progress the session, and then I will close the chat again. Okay, so I'll do that just right now. Bear with me a second. So here's the question. It's both in English and French. So check the chat. Okay. So, thank you. Yes. Thanks, Fabio. I think the question is... Yeah, the question, I'll just read the question quickly. What are you currently doing to actively engage women in land restoration?
So please share with us in the chat, as Fabio's mentioned, as we continue the program. But please let us know what you're currently doing to actively engage women in land restoration. I think one of your expectations for this webinar was to be inspired. So this will really inspire each other and all of us to know what we can do to involve women more. So just before I hand over to Mawa, I'd like us to please turn on our videos so that we can take a picture. Yes, everyone, please turn on your video. We'd love to take a picture. We'd love to see you. Yeah, and smile. Let's see how many more people have. All our panelists, very good. On the panelists, yeah. Yes. Everyone would like to encourage all of you to turn on your video so we can take a lovely picture. Okay. I took a picture. Thanks to everyone. Back to Mawa. Yes, over to you, Mawa. Thank you very much, Laura. Thank you, Fabio, for taking us through these nice talks and experience sharing. Now we are I will introduce a little bit some items regarding what is planned for the women in the Great Green Wall as a complement to the presentation done by Mrs. Keita, and as a transition towards the success stories of women in and for the Great Green Wall. And on the next slide, we will see that the agenda of women in the Great Green Wall is set, but we will see more challenges in the next slides. So for now, women are involved in the Great Green Wall in different ways. Some of the ways are informal, and Mrs. Keita mentioned the setting of a women green platform that could be really a tool to federate women's efforts and women's organizations' participation to the initiative. There is also the creation of national coalitions that are going really to be a nice platforms to involve private sectors and other non-state and state organizations to the achievement of a Great Green Wall. Next slide. However, we have challenges relating to the contribution of the women to the Great Green Wall, and numbers of challenges are related to policy and political aspects, specifically the insufficient policy and political support. For example, we have claims of governments to promote nature-based solutions, and at the same time, we still have a lot of subsidies that are being given for, or that are being invested into solutions that are not that may not be pro-environment. We also have some issues with the integration and alignment of national gender policies with the Great Green Wall initiatives and proceedings. In terms of capacity and funding, we have a lack of sufficient funding for women-related activities. We also have difficulties with the procedures and conditions to get access to those funding and capacity development opportunities. We have some issues with a lack of information, also where and how to get access to funding opportunities. Another set of challenges in the next slide. Yes, another set of challenges relate to institutions and coordination. We have the Women Green Platform is being set. However, we still have a lack of a harmonized strategy
for how to promote women's participation and contribution to the Great Green Wall. We don't have a gender strategy at the Pan-African Agency level or continental level, but we have national gender policies that are supposed to help take into account women and gender issues in the Great Green Wall, but this presents some challenges in terms of synergy and coordination. There is also an issue with the consideration of women's knowledge, skills, and how to take those into account in terms of planning, implementation, and also reporting. Now we are going to hear from women, from the success stories in various countries. We have speakers from Burkina Faso, Mrs. Martin Bonkungu. We have Amen from Nigeria. We'll have Wafa from Sudan. She's having some issues with internet, but let's hope we'll be able to have her. After that, we'll hear from Adizatu from Niger. We'll also hear from Gloria from Ghana. Let's start with Martin. Do we have Martin in the room already? Martin, vous êtes là? Martin est directrice approvisionnement et chef de département intrant à l'entreprise Bioprotect qui fait la production et la vente de fertilisants écologiques au Burkina Faso. Martine, vous êtes là avec nous? Vous êtes là dans la salle? OK. Peut-être si Martine n'est pas là ou n'est pas encore prête, nous pouvons passer à Amen. Amen, are you there? Are you ready? Amen est fondatrice et directrice générale de l'Organisation des femmes pour la conservation de la nature. Elle est basée au Nigeria. Amen, please, you have the floor for your talk. You have 5 minutes. Thank you. Thank you. The Great Green Wall to us is a compelling symbol of hope, addressing challenges ranging from climate change to food security, migration to resource-driven conflict. To us, it's a concrete example of man and nature working together to create a unique legacy, a new world wonder for the next generation. Women are key to ensuring the Great Green Wall flourishes sustainably. A brief look at our key activities in Winko, Nigeria. For want of time, I will just summarize that to include conservation, education and research, policy and advocacy, biodiversity conservation, women and youth program, and of course, the recent agricultural value chain, which we are showcasing various locally processed jackfruit products. The next slide, please. So I'll run down to talk about our key achievements. And sometime in the year 2016, because of some real pronounced deforestation at the local level, at the community level, in my own community of birth, we had a local support from one of our partners, another NGO in 2016, PEREP, and we were able to kickstart a pool of nursery dedicated to raising
and growing native seedlings used for various purposes, restoration, fundraising, and of course, livelihood. We've been able to establish, due to so many activities we've done, for want of time, we can begin to name them right here. We've been able to establish the first indigenous women-led conservation firm in Nigeria, right in my community of birth, of course, due to the peculiar challenges we're having there on environment. And we call it Ikot Apab and Community Women in Conservation Forum, ICAWIC. We have 2 ongoing projects on ecosystem restoration with a core and a very strong component in sustainable agriculture and conservation. And of course, that's where we're showcasing, engaging women, local women, in the innovative jackfruit agricultural value chain, where we've been able to roll out local products for the very first time from a tree, a fruit, common in this area we're working in, but was underused, undervalued, and underutilized. We're also mentoring women, future women conservation leaders. And from there, I just want to take a quick look at some sites, photos we've taken from some of our activities. Here was during the 2024 World Environment Day, right in the community. And we engaged local stakeholders and our team. The next slide showcases our activity in the forest, one of the community forests. Next slide, please. Still in Akwa Ibom State. Next slide showcases community members visit our demonstration site. That's the site that was established in 2016. Then here is one very challenging project I coordinated in the mangrove ecosystem. And it was the outcome of that project that built resilience in me. And from there, I could do the things I thought women couldn't do in the field of environmental conservation. Next one is our field experience with the interns. We nurture them, we groom them, because here they think after they study botany or any conservation-related courses, they probably won't have that future, that successful future. What would I do after now? So we had to start something, and we bring them together, we groom them. And I'm excited to say that from us, we have a good number of them now fully embracing conservation and working towards bringing in more ambassadors to nurture nature sustainably. The next slide would be the one for, that's number 13, the local women members of the ICAWIC. Slide number 14, conservation education and awareness with members of the community women conservation group. It's a routine thing we do. And on this one, we just had a field assessment in one of the sites we are currently restoring, one of the communities as well. Ma'am, you have 1 minute left. So you can run down all the pictures. And of course, the other picture showcases strong partnership with other stakeholders, the government, the Ministry of Environment in Akwa Ibom State, Nigeria, the Ministry of Agriculture, and other stakeholders, key stakeholders. So we are not doing this alone. And I'm proud to really talk about the value chain we've added to so many experiences I've had in the field over 22 years. Go to the last slide, please. I have a popular quote where I say that women are natural caregivers. Women. We can't hear you. Maybe you want to get closer to the mic.
Can you hear me now? MM, are you still with us? Yes, I am. Can you hear me? Yes, Yes. we can hear you now. If you want to Okay, wrap I wouldn't up know now. where I stopped, but the emphasis was that we forged strong relationship with other stakeholders, the Ministry of Environment, the Ministry of Agriculture, and of course, community members. We're working very closely with the community members. My 22 years of experience in nature conservation has really highlighted that most vulnerable community women have issues with hunger and most times aren't able to really listen to or key into some of our conservation programs. So what we did was with the jackfruit for a start, build pilot what we call the value chain for jackfruit. We rolled out 10 or more products in participation with these women. And of course, locally, we've showcased these women to the state's government in Akwa Ibom State. For want of time, the last thing I said was my popular quote, best on my 22 years of experience in the field, I have come to conclude that women, of course, naturally we are caregivers, we are resilient. We are very resilient. We are risk takers, especially when it comes to preserving all that's rightfully ours, and especially our environment as priority. Yeah, I've come to MM, that's really a nice conclusion to and a nice starter for our next presentation. Women are resilient. Women are resilient, and women are powerful actors for nature conservation. Really, thank you very much, MM, for your nice presentation, nice pictures, and really inspiring. We are so honored to have you here. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity thank you. to. Do we have Martin back in the room? She had some issues with her link. Martine, bonne arrivée, bonjour, bienvenue. If we go back to Martin's slides, Martin will share with us the work, what they are doing in BioProtect, and really inspiring talk ahead. Martine, vous avez 5 minutes pour nous parler de vos activités à BioProtect. Merci beaucoup. Bonjour. Oh. Allô? Oui, bonjour, on vous entend parfaitement. OK. Je suis Madame Sawadgo. Je suis la cofondatrice de BioProtect. Et là, je travaille dans la formulation des intrants agricoles parce que c'était un constat. La contamination des nappes phréatiques était énorme. Et là, on a vu qu'on avait beaucoup de pesticides qui rentraient dans nos sols et il y avait beaucoup de pollution et voilà, il y avait la ville aussi était sale. Donc, ça jouait sur les écosystèmes. Et là, ma structure fait le recyclage et voilà, il travaille dans la plantation des arbres, dans la récupération et dans la formulation des biointrants. Donc, voilà, c'est un peu ce que nous faisons. Donc, slide suivant va essayer de présenter. Voilà. Donc, ici, voilà, nous sommes dans la séquestration du carbone aussi. Donc, on plante beaucoup de moringa. Et là, ça donne ça nous permet de récupérer rapidement les sols. Voilà. Et c'est notre premier objectif parce que ça permet de récupérer les sols. En plus, voilà, et ça contient beaucoup d'azote. Donc, ça, c'est sur notre site de production et il travaille en temps plein. On travaille avec plus de 100 femmes qui viennent voilà, nous donner un appui. Voilà. Et ça, le compost aussi rentre dans la composition du compost enrichi pour la récupération des sols. OK, allons-y. Slide suivant. OK, donc un bœuf à part, c'est au niveau du Burkina, un peu en général en Afrique. Voilà, nous, on a vu que la dégradation des terres est vraiment... L'environnement agonise. L'environnement agonise et on a vraiment une perte de biodiversité
On a vraiment, on est en train de perdre notre capital, qui est notre sol, et pourtant c'est ça qui nous fait vivre. Voilà, donc les données, voilà, et on a, la dégradation touche vraiment plus de 60% vraiment des terres en Afrique. Voilà. Et on a ce qui engendre une perte vraiment de plus de 42 milliards en termes en termes de, de, de l'économie. Voilà, parce que nous perdons chaque jour. Donc, au Burkina, qui est l'un des pays agricoles qui est touché par ce fléau, voilà. Et plus de 40%, ça veut dire que plus de 40% de nos terres cultivables sont touchées, voilà, selon la FAO. Voilà. Et ensuite, les femmes au niveau du Burkina, l'agriculture est menée à plus de 80% par les femmes. Voilà. Et malheureusement, cette couche ne contrôle pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas accès à la terre parce qu'on arrive à produire, à aider, mais la terre n'appartient pas aux femmes. Donc, ce qui fait que quand tu veux planter un arbre, les propriétaires terrains refusent. Ce qui vraiment joue beaucoup avec les femmes. Et là, c'est ma présentation, c'est mon combat de tous les jours, c'est de sensibiliser à ce que vraiment beaucoup de terrains reviennent. Bon, pas tenir à 100% par les femmes, mais vraiment une sensibilisation pour que la personne qui travaille vraiment sur la terre, elle voilà, puisse vraiment l'amender et voilà, pour que ça puisse être cultivable. Voilà, on continue. Slide suivant. Voilà, ici, c'est mon unité de production. Oh là là. Voilà, c'est mon unité de production. Et chaque jour, nous faisons en grande quantité de compost voilà, qui part dans la nature pour remplacer vraiment les engrais chimiques qui détruisent vraiment notre environnement. Voilà. Si je sais qu'au niveau du nord du Burkina et de l'est du Burkina, On ne t'entend plus, Martine. Peut-être tu peux éteindre la caméra. Peut-être on va t'entendre plus. oh, Euh, c'est bon? oui, on t'entend maintenant, oui. Oh. Je disais que c'est mon unité de production comme ça. Mhm. Et chaque jour, la photo qui est un peu derrière, c'est le fumier que nous ramassons, nous collectons sur les éleveurs. Et chaque jour, je fais collecter au minimum 10 camions de 10 tonnes. Voilà, c'est des camions. Voilà, voilà. Donc, vous imaginez la quantité de matière organique que nous avons. Donc, au niveau des éleveurs. Et voilà. Et si on ne fait pas quelque chose, ça devient un vrai problème pour la nature. Et voilà. Et nous la récupérons et on essaie de transformer en un produit fini qu'on appelle le compost enrichi, qui est utilisé pour la plantation des arbres. Voilà. Slide suivant. Et tu as 2 minutes qui te restent. Oui, suivant. On peut aller. Voilà. Oui, le Donc slide est ici, déjà là. voilà, c'est en résumé ce que nous faisons. Voilà, donc au bout de l'année, nous faisons autour de 15 000 tonnes de... Pardon, repartez en arrière. OK. Donc ici, ce sont nos produits finis. C'est le produit fini que, voilà. Voilà, restez là pour que je puisse présenter. Voilà, on transforme au moins 15 000 tonnes de déchets, des cornes de l'abattoir, de l'abattoir, et les trucs de bouche de vache, les déchets de poule. Et on fait maintenant des produits finis. Donc aujourd'hui, on fait rentrer beaucoup de produits de biopesticides dans la nature pour la production du coton bio, le sésame bio et tout ce qui va au niveau de la maraîchiculture. Allons-y. Là, suivant.
Suivant. Oh. Allons-y. Voilà, donc ici, vous avez le produit fini. Donc, nous avons plusieurs gammes de produits au niveau de Bioprotect. Et la photo d'en haut, ça, c'est du sésame parce que nous sommes producteurs de sésame. Nous exportons le produit fini en bio. Et voilà, et nous avons, et en termes de biopesticides, chaque année, on est autour de 40 000 à 50 000 litres que nous faisons rentrer pour les agriculteurs. Voilà. Et nous sommes, on a quand même ouvert beaucoup de magasins dans la ville qui permettent de fournir les restaurants et autres pour éviter vraiment les pollutions. Parce que si tout le monde va s'aligner pour aller chercher des légumes tous les matins, ça crée vraiment des trucs qui ne sont pas vraiment faciles pour la nature. Donc, voilà. C'est un peu voilà, nos activités au niveau de Bioprotect. Allons-y. Allez, on peut aller. Voilà. Donc, nous, ce qu'on propose pour au niveau de la Grande Muraille Verte comme initiative, voilà, c'est que ces produits transformés localement qui jouent plusieurs rôles, ça veut dire que non seulement la récupération des sols, et aussi ça crée de l'économie pour le monde rural. Voilà. Et ces produits-là ne sont pas aussi prisés. Ça veut dire que les structures, les ONG et puis voilà, les gouvernants ne rentrent pas vraiment. L'achat est vraiment très faible et les producteurs est vraiment assez limité par rapport aux engrais chimiques qui coûtent à coût de milliards. Voilà, nous souhaitons vraiment qu'avec ces trucs-là, nous proposons au niveau de la Grande Muraille que ces initiatives soient multipliées et que vraiment beaucoup de jeunes rentrent dans la production de ces produits, de la récupération de la matière organique, de la récupération des emballages, des sachets et de les transformer pour permettre vraiment d'assainir l'environnement, d'assainir vraiment et laisser la coupe abusive du bois qui voilà comme économie. Parce que chez nous, il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à ça comme couper le bois, faire du charbon comme l'économie. Pourtant, voilà, on pouvait récupérer vraiment ces produits-là. Et que voilà, ça donne beaucoup d'argent pour la population. Voilà. Et nous insistons aussi au niveau des femmes. Ça va créer de l'économie pour les ménages ruraux qui tirent leur survie dans la nature, qui n'est pas aussi facile, parce qu'ils tirent leur survie dans la nature en coupant le bois, en faisant des boissons locaux. Martine, tu voilà. as une minute qui te reste. Okay. Une minute. Okay. La population locale, la population rurale tire leur survie dans la nature. Donc, la nature est beaucoup sollicitée. Donc, ce qui fait que nous constatons vraiment des déforestations. Mais en utilisant, en faisant par exemple ces biopesticides, et par exemple comme la massage des graines de Nîmes, ça occupe vraiment les femmes, ça occupe les jeunes et tout. Et là, ça les crée des revenus. Et là encore, ça va aussi protéger en utilisant ces produits. Et on ne contamine pas les nappes et on ne contamine pas nos sols. Voilà, ça permet vraiment de régénérer les sols. Et c'est des initiatives comme ça que nous souhaitons vraiment que la Grande Muraille Verte puisse vraiment et que les jeunes vraiment s'adonnent à ça et que vraiment de ne plus couper le bois et de laisser la nature vraiment se respirer. Mais, merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup. Un appel qui a certainement été entendu. Le, le marché de l'écologique, c'est un marché porteur, la Grande Muraille Verte, soutenez. Et les gouvernements aussi investissez dans les solutions qui sont protectrices de l'environnement, car ça crée des ressources, ça protège l'environnement et ça permet aussi de soutenir les moyens d'existence des populations. Madame Adizatou, vous êtes là avec nous du Niger. Madame Adizatou est une femme leader. Elle est directrice de l'entreprise la MENIF, qui est spécialisée dans le commerce général, mais elle est aussi là ce matin avec nous en tant que présidente de l'ONG nationale JUPEM Ayman, qui est dans le domaine de la justice, la protection de l'enfance au Niger et avec aussi une connexion à la sensibilisation, la protection de l'environnement
Et Madame Madizatou, vous avez 5 minutes. Donc, je suis Hamidou Hadizatou, la présidente de l'ONG Juppé Maïman. Slides. OK. Donc, nous avons reçu comme question nos activités phares. Nos activités phares qui sont ici, donc, l'autonomisation de la femme, développement des AGR, protection de l'enfant, assistance juridique, sensibilisation à la protection de l'environnement, protection de l'environnement, aménagement des sites maraîchers. Donc, les 3 résultats pour réussir, nous sommes d'huile, de moringa, d'arachide, et fabrication de produits cosmétiques comme savon, savon liquide, vaseline, transformation d'oignons, oignons séchés, confiture d'oignons. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs femmes dans 4 ou 5 communes qui ont déjà bénéficié de ces formations, qui sont là en train de fabriquer eux-mêmes et vendre. Donc, c'est ça qui nous motive au moins à appuyer les femmes avec les AGR. Donc, c'est ce qui doit être fait différemment pour mieux soutenir les femmes dans le secteur de l'environnement. Donc, notre souhait le plus ardent, c'est d'initier et encourager des activités de restauration, de récupération de sol au profit des femmes. Exemple comme le cash forward, cash transfert, aménagement des sites maraîchers pour les femmes et par les femmes. Impliquer les femmes dans les activités de reboisement. Donc ici, nous avons parlé aussi de l'initiative de la Grande Muraille Verte, devait mettre la femme au cœur des activités de la lutte contre la désertification et la sensibilisation sur les changements climatiques que nous faisons face actuellement au Niger, parce qu'il y a eu trop d'inondations cette année. Donc, nous n'avons jamais enregistré de cas d'inondation comme cette année. Ici, donc, on a parlé aussi d'appuyer les AGR de femmes à travers la transformation de produits agro-silvopastoraux en capitalisant les données de leurs activités devant les conséquences dévastatrices du changement climatique. Aider les femmes à s'y adapter. Donc, quand on s'y adapte, au moins, on va pouvoir gérer ensemble. Créer une plateforme pour les femmes autour de la Grande Muraille Verte. Donc, ici aussi, nous avons parlé du message clé que nous voulons partager avec vous, les défis multiples. Donc, ici, on a parlé de défis multidimensionnels du changement climatique, exige des investissements dans la réhabilitation des terres, mais aussi l'éducation, la santé, la nutrition. Des emplois verts permettant la cohésion sociale et une meilleure gouvernance. Cela signifierait redonner vie aux terres dégradées, donc faciliter l'accès à la nourriture et à des régimes alimentaires nutritifs. Madame Madizatou, et diversifier à base vous de avez ressources une minute et qui vous maintenir les reste. enfants à l'école. Vous disiez? Oui, vous avez 1 minute et demie qui vous reste. Vous avez 1 minute qui vous reste. OK. Donc, ici, on a parlé aussi d'exploiter les connaissances traditionnelles des femmes en introduisant des innovations et un moyen efficace de protéger la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, par exemple, les agriculteurs utilisent les ailes
et des milling qui permet de produire des cultures tout en rechargeant la nappe phréatique. Donc, ici, la création ou réhabilitation des actifs productifs à travers la transformation permet de réduire les difficultés de tâches quotidiennes qui incombent aux femmes et filles, mais aussi les rend résilientes contre les conséquences et les aléas inondations et sécheresses. Thank you. Merci beaucoup, Madame Adizatou, pour avoir partagé avec nous votre expérience du Niger. À présent, nous allons donner la parole à Gloria. Gloria, are you there? We want to move away from business as usual towards equitable and equitable outcome in land restoration. Your experience from Ghana. You have 5 minutes, Gloria. Yeah. Thank you. Yeah, hello to everyone, and happy to share my research with everyone. Our past speakers have alluded to some of the things I wanted to say. We know that women are, especially speaking about the northern landscape, the savannas of Africa, women tend to be more dependent on their life, on the landscape. Can you please go to the second slide? Women tend to be very dependent on the landscape for their livelihoods. Next slide, please. And as a result of that, they have a lot of experience and knowledge of the landscape. And also when it comes to land restoration, women are very much engaged in restoration activities in terms of the labor. But as a result of the gender norms or cultural systems in place, these structures prevent women's experiences and knowledge to be captured in restoration action. So prior to designing the research, we'd already had some experience on the landscape. So especially as the landscape, as I mentioned, is very degraded, the research was designed to determine if we took a deliberate approach to gender transformation, whether we can get desirable outcomes of it. And in terms of that, we were looking at the inequalities when it came to resource access, because women had these access defined by gender norms, and the same gender norms also define the workloads and participation in decisions. So our gender transformative actions were designed to address these underlying factors that reflected in the inequality as we saw across the landscape. Next slide, please. Our theory of change, therefore, was that we worked at the household level, looking at engaging the women and men, I might say, or the community in activities that resulted in them having a discussion, unpacking the inequalities. And then as a result of that, we could shift the relations at the household level that improved household well-being, the relationships between men, women, and youth, especially between the spouses, because that's where most of the decisions happened at that level. And in the hopes of that, we could increase the resilience of the households. And that outcome would result in women being more engaged in land decisions. And then hopefully in the near future or soon, we could see that women's desires and aspiration and in terms of what species were being regenerated, in terms of how they were intentional about conserving the soil, would be reflected in the restoration activities. Next slide, please. We carried the research out in the north of Ghana in 30 communities. We had a baseline to establish the inequalities
in the household through focus group discussions. Then we adapted a set of gender transformative actions and deployed them in the communities over a 2-year period. And we monitored this over that period. And we also worked very closely with local people as facilitators and local champions that were based in the community to continually support the households and keep the discussions, engagements going, even when the research team was not on the ground. Next slide, please. Some of the outcomes of that was that the first outcome of that was that we had this set of gendered indicators for both men and women. So it was important to engage both men and women to understand what the precursor concerns were at the household level. Because by improving those precursor conditions, we could then I always say that decisions or input in decision, it's dependent on also the relationships, breaking those barriers of gender norms, of women's input and how women can approach or men can share their frustrations and concerns with women. So we had them through a structured engagement, and then we came up with 2 sets of gender indicators for both men and women, and they also agreed on how to map this over the period. And we then had the community champions continue these engagements with them, supporting the households, going to the households and having a discussion with the men and women on how to go about meeting the indicators that they had developed. And when they had challenges, we tried to unpack these together. And when we came back to map these indicators, it also gave the women an opportunity to input the whole process to see that, yeah, we were making these changes, what was preventing us making progress on this type of indicators. And the indicators were also classified on indicators that were expected to happen quickly, and indicators that also require the continuous engagement and practice over the period of investment, which is what we did do through the reinforcing interventions like community champions. We also had review meetings, and then we also had radio programs to reinforce that. And at the end, we scaled this out through the communities to provide the Gloria, you have 1 minute left. Okay, so as a result of that, we saw quick changes in labor. There was a redistribution of labor that obviously frees up a lot of time, more time for women then to participate in restoration activities. We had women gaining access to homestead farms, which were secured, fertile family land for which women cultivate the crop of their desires. And women did say that as a result of that, their agency increased and they could input some aspects of decisions at the household. The last slide, please. So when it comes to the Great Green World, I'll say that the importance, the lessons we could share is that it's very important for researchers, practitioners to understand the context of the cultural situation so that we could design interventions that were sensitive and relatable to the situation. And I would say that what we think that women might want might not necessarily be what they are looking for. So we need to, when we are looking at restoration, also to understand that there are some precursor conditions within the household at the community level, across scale, that we need to bring up or enhance before we can move on to the larger landscape or seeing the results that we want across the landscape in terms of restoration. So I'll share my slides with you. I've put some links at the end of the presentations, and you can read up on the research that we are doing. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup, Gloria, pour la brillante présentation et l'expérience du nord du Ghana. Je vais inviter en fait les panélistes
celles qui ont fait des présentations, celles qui ont fait des communications, il y a des questions dans le chat, des questions que les gens ont posées. Si vous pouvez prendre un petit temps pour y répondre, ce serait apprécié. À présent, j'aimerais inviter Madame Rokiatou Traoré. Rokiatou Traoré est la fondatrice et directrice exécutive de Eru Alliance Moringa. Elle est lauréate de plusieurs prix et de plusieurs prix au niveau national et puis international. Par exemple, elle est lauréate du prix de la Terre de l'UNCCD à 2024. Et elle est pardon, elle est aussi lauréate du prix Mandela Washington et Yali Dakar. Elle est aussi lauréate du One Planet. Elle est aussi négociatrice jeune climat et elle a beaucoup d'autres mérites. Et Madame Rokiatou, la parole est à vous pour nous introduire et nous entretenir avec vos panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mawa. Bonjour à tous et à toutes. D'où que vous nous joignez, soyez les bienvenus dans ce panel de haut niveau. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec 4 à 5 personnes. Et nous allons commencer par Next Madame. slide. Voilà. Nos panélistes sont au nombre de 5. Donc, nous avons Mrs. Judy Mabuti, who is gender and climate change expert at the African Union Commission. She's a consultant at the African Union. We'll also have from the Pan-African Agency of the Great Green Wall, Dr. Cham Sakudia, who is a head of research and development department at the Pan-African, at the PAGGWA. And we'll also have Mrs. Rahim. I hope I'm pronouncing well. She's from the Sudan National Great Green Wall Agency. And we'll also have Mr. Gottman Nicholas, who is a policy officer land and environment at the International Partnership, the EU Commission. We'll also have Nathalie Palogo Ouedraogo. She is from the NGO Tree Aids Burkina Faso. Well, for those in speaking in French, you can still use the translator. So, ma première question sera posée à Madame Nathalie Palogo Ouedraogo. Madame Nathalie, quelles sont les principales bonjour, quelles sont les principales réalisations et réussites des initiatives axées sur le genre de Tree Aid Africa? Merci beaucoup. Et au niveau de Tree Aid, je rappelle que nous sommes une ONG britannique et dont nous travaillons principalement avec les communautés rurales. Et donc, nous travaillons fortement avec les communautés rurales. Nous avons au moins 77% et de nos bénéficiaires qui sont des femmes et qui participent activement aux différentes activités en termes de restauration. Donc, nous travaillons vraiment à la promotion du leadership féminin au niveau communautaire en renforçant leurs capacités, en facilitant l'accès et le contrôle des ressources et en mettant en place une stratégie pour vraiment améliorer l'accès et le contrôle. Et c'est dans ce sens que nous avons une stratégie de plaidoyer, précisément au Burkina Faso. Nathalie, oui. Votre vidéo est là, mais on ne vous voit pas. On ne me voit pas? Ça, c'est bizarre quand même. Pourtant, je l'ai activé. Okay. Je vois si je n'ai pas fermé quelque part.
Peut-être qu'il faut Ok. enlever en Oh. fait le background. Oui, c'est Ok, bon. on vous voit maintenant. Désolée. Voilà. Donc, je disais que ça, dans ce sens, et pour mieux y arriver, nous avons élaboré une stratégie de plaidoyer dont l'axe 2 est vraiment axé sur l'amélioration à l'accès au contrôle des ressources naturelles et particulièrement des ressources forestières aux personnes vulnérables, particulièrement les femmes. Et dans ce sens, nous avons essayé de mener une étude pour comprendre un peu à quel niveau est-ce que nous en sommes par rapport à la situation de l'accès et puis au contrôle de la terre et aux ressources naturelles. Et nous avons voulu vraiment mettre l'accent sur les perceptions parce que nous avons vu que déjà en matière d'accès et de contrôle, et c'est évident qu'il y a des questions d'inégalité, mais comment est-ce que les choses sont perçues au niveau communautaire dans nos différentes zones d'intervention? Donc, nous constatons déjà qu'il y a 9% qui pensent que vraiment, il n'y a pas de... Et les femmes n'ont vraiment pas il y a peu de femmes qui ont le contrôle sur la terre. Et il y a également 45% disent qu'il n'y a vraiment pas de contrôle des femmes sur les terres. Et nous avons voulu comprendre un peu parce qu'il y a assez de textes et assez d'actions qui ont été mises en œuvre pour favoriser. Nous avons voulu comprendre également l'évolution du contrôle en fonction de ces différents textes. Et c'est dans ça nous comprenons qu'également, il y a 39% qui pensent qu'il y a une amélioration. Par contre, il y a 33% de personnes enquêtées qui pensent qu'en réalité, la situation même s'est empirée au regard du contexte climatique et de la situation sécuritaire, particulièrement dans la zone saharienne en Afrique. Donc, globalement, on peut dire qu'il n'y a pas assez d'amélioration significative en ce qui concerne l'accès des femmes aux ressources. Pourtant, nous savons qu'elles restent vraiment les pionnières en matière d'innovation et en matière d'activité agricole. Et nous avons voulu comprendre qu'est-ce que les femmes perçoivent d'elles-mêmes et par rapport à leur participation et par rapport à l'égalité en ce qui concerne l'accès aux ressources et en ce qui concerne le contrôle des ressources, particulièrement les ressources forestières. Et si nous essayons d'analyser les perceptions, nous voyons que la majeure partie des personnes enquêtées, et même particulièrement des femmes, pensent qu'il n'y a pas d'égalité en la matière. Donc, c'est ce qui nous amène à poser un certain nombre de questions parce que les perceptions sont ce sur quoi nous devons jouer pour pouvoir améliorer et avoir plus d'impact. Et d'ores et déjà, si il n'y a pas eu une prise de conscience au niveau des bénéficiaires elles-mêmes sur leurs conditions d'inégalité et par rapport à l'accès au contrôle des ressources, ce qui veut dire que nous avons assez de défis majeurs pour pouvoir vraiment améliorer cela. Et donc, l'accès et le contrôle restent vraiment un défi majeur que nous qui sommes dans les zones d'intervention de la Grande Muraille Verte, nous devons prendre en compte. Il y a également les différents textes qui sont déjà adoptés et qui contiennent la plupart du temps assez de conditions favorables, même si on trouve que c'est toujours inadapté, on pense qu'il y a une amélioration. Mais malgré tout ça, il y a une méconnaissance de ces textes, même si nous allons travailler encore avec les gouvernements, les États pour une amélioration. Il faudrait vraiment aussi qu'on travaille à une diffusion des textes jusqu'au niveau village afin que les gens puissent prendre connaissance et voir maintenant comment est-ce que l'application se passe. Et également au niveau du leadership, et c'est vrai que nous menons beaucoup d'activités avec les femmes en ce qui concerne leur autonomisation, mais l'expérience a montré que l'autonomisation économique seule ne suffit pas pour nous permettre vraiment de pouvoir avoir une participation de qualité et par rapport aux activités que les femmes peuvent participer pleinement. Donc, dans ce sens, il faut vraiment insister, il faut vraiment qu'on essaie encore de promouvoir le leadership pour que les femmes puissent faire sortir leur potentiel et faire valoriser leur potentiel afin que nous puissions valoriser les savoirs et prendre en compte cela dans les différentes actions. Et je termine en disant qu'il faut vraiment que nous mettons l'accent pour un engagement communautaire.
en dehors des plaidoyers que nous pouvons faire au niveau central, au niveau de certaines ONG, il faut vraiment mettre l'accent pour un engagement communautaire et c'est ça qui pourra encore plus faciliter, c'est ça qui pourra vraiment favoriser une forte implication des femmes et par rapport aux activités et vraiment une participation de qualité et pour qu'elle aussi, elle puisse en bénéficier au regard de ce qu'elle peut apporter et pour vraiment arriver à ce que nous puissions mettre en place et avoir des communautés qui sont tous conscients du pouvoir et de la possibilité des femmes pour pouvoir arriver à une communauté reverdie et une communauté épanouie dans un environnement reverdi comme le stipule et l'objectif de notre stratégie de plaidoyer. Donc, je pense qu'un certain nombre d'aspects avaient déjà été pris en compte par les palénistes en ce qui concerne certaines innovations. Donc, je m'arrête à là. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo, pour cette réponse très plausible. Pour une résilience communautaire, il faut absolument l'engagement et la valorisation des femmes. Il faut également l'accès des femmes, surtout faciliter l'accès des femmes aux ressources forestières, vu qu'elles sont la cheville ouvrière. Merci beaucoup. Nous allons passer à présent aux panélistes Mrs. Rim. Mrs. Rim, are you still here? So my question to you, what are the challenges that women face in rural areas in Sudan? And what are the roles and action taken by women in collaboration with the Great Green Wall to address some of these challenges? Thank you very much. Good morning, everyone. Good morning, Kagwa. Good morning, colleague from different Green Wall Zone. Pleasure to be here as a panelist. I think actually the women play essential role in agricultural and pastoral production to enhance food security and land restoration and environment sustainability in Sudan. So the women represented more than 49% of the farmer in the irrigated sector and more than 50% in the rain-fed traditional sector in Sudan. So women in the rain-fed sector are very many sustained farming, but they are also work as the seasonal work labor in the rain-fed mechanized sector, and as a herd or unpaid family labor in the irrigated sector. Although women play a critical role in the agricultural, contributing in the GDP and the household food security, their contribution to agriculture and the overall economic development process continue to be invaluable. So there are some challenges facing women in the rural area, such as the women find it difficult to secure land ownership rights. Although they represented more than 80% of the workforce in the agricultural sector, they only won 1% of land ownership documents. So also difficulty in the obtaining financing because women are unable to use their farms as the guarantee. So most of women work in the family farm and base. That lead to enable them to pay agricultural input, preparing the land for planting and harvesting. So women do not receive training in sustainable agricultural practices. So the women in Sudan or women society play some role to addressing some of these challenges, such as the Zainab for development, for women development. This society is the Women Farm Union. This union included 300 women, expand to include 3,000 women.
This union provides the basic for women to enhance land restoration through improved agricultural productivity, good environment practices, climate change adaptation, training on the organic agriculture, crop rotation, and agricultural extension services, and using of biological fertilizer, as well as raising awareness of dangers of deforestation and the use of cooking gas and biogas and improve stocks. Encourage women of reforestation and combating desertification, strengthening women's ability to land ownership, facilitating access to finance. The initiative also efforts intensive health education program for women. And also we have some support at the regional level and national level. So the women economic empowerment is the Sudan, focusing on enhancing the productive capacity and productivity of women. So in 2023, the women receiving seeds and agricultural equipment from UN Women in collaboration with FAO, as a part of program funded by the European Union, aimed to create an environment that promotes the economic empowerment of women living in the most basic conditions in the state of Khartoum and Kassala and Gadaref and the Blue Nile. The increase in the productivity in the current humanitarian crisis is substantial to reducing the food insecurity risk and enhancing the local economic growth. Also, at national level, the Agricultural Bank of Sudan, with the support of Central Bank of Sudan and the International Fund of Agricultural Development, IFAD, launched the microfinance initiative for the rural women. The loan about 1,200 to helping about 30,000 rural women to start their agricultural business. So by 2025, the initiative aims to reach 1 million rural women, giving them hope and opportunity that were previously unimaginable. Thank you. Thank you very much, Dr. Reem. Indeed, women are engaged despite all the lack of missing resources and trainings. And when they receive trainings, they thrive and they participate in increasing food security and crop productivity. And partnership is also key with key partners such as the UN, the FAO, and IFAD. Thank you very much. And now we'll turn to one of the key partners, the EU, with Mr. Gottman Nicholas. So my question is, what specific steps are the EU taking to ensure that gender considerations are fully integrated into its external environment policies, especially with the Great Green Wall and GREEN initiatives? And the second question is, given the intervention in the sessions, what specific areas need to be strengthened to ensure effective gender equality integration in major donor programs? Over to you. Thank you, Oketu, and thank you to all of the speakers today. It was really inspiring, and I fully enjoyed the last 2 hours listening to everyone's incredible work. So upfront kudos for that. And I think that really speaks to something that we believe to be quite true here in our support of the Great Green Wall at the European Union. And it's that the Great Green Wall cannot possibly become a success if we don't have gender equality at the very base of our interventions. And I think we've really seen that today. There's just incredible innovation, incredible knowledge generation as well, and activities that are
that are led really successfully by, you know, the women representatives that we have here today. But you know, they're not the only ones. I think there are 50% of the population, like we had said throughout the session, in the Great Green Wall, that are all doing exceptional work that needs to be more visible, valued better, to really make sure that the Great Green Wall as such can become a success. Because without that, it simply won't happen. To respond to your first question, just to start with a little bit of policy speak. So here at the European Union, in our external action, we have something called the Gender Action Plan, and that's already in its third stage. So we're also continuously learning from our engagements. And we're really focusing now on actually making 85% of our external action gender responsive and 5% of it gender transformative. And I want to touch upon that in response to your second question, actually. In terms of being gender responsive, we're really trying to obviously promote girls' and women's participation in leadership. This is also something that was highlighted quite a lot today in relation to our environmental investments. It's about supporting women's networks. These could be, you know, women groups or women-led enterprises in relevant green transition sectors. You know, this could be sustainable forest management, agriculture, as well as energy. There's an element, of course, of capacity building and support for investment and access to finance, which is also something that was highlighted quite a lot today. And of course, you know, that feeds into supporting entrepreneurship and employment in the relevant sectors, especially under the Great Green Wall. Now, in terms of how that translates to the Great Green Wall, I think, well, through the CAGWA program, we obviously hope to put a spotlight on this, but through the multiple investments that we have in the Great Green Wall, we're trying to tackle this, at least, well, making sure that all of our actions are gender responsive, and in some cases also make sure that they're gender transformative. And I think this is really where we're able to see some of the gaps, where we need to make sure that there's more happening in the future, and that everyone that is developing new programs and projects is also aware of that. And I think it obviously starts with an element of capacity building, like we had said today, but also an element of policy reforms to, well, most notably make sure that there is land tenure, where there's better rules concerning land tenure for women, also to be able to manage the natural resources that they're working with on a daily basis. There's obviously economic empowerment, access to finance, help in investment decisions, but also improving data collection on gender differentiated impacts. And that's really helping to then create and develop more gender responsive policies. But I think an element that is also quite important, and Gloria in her theory of change touched upon that. And I'm going to also say that as one of the representatives of the other 50% of the men, it's obviously also important that a conversation is had with men in that process. The negotiation that Gloria talked about, I think it's also important to sensitize men about, you know, the importance of this, of making our engagements more equal, more inclusive, and more fair, and that more value can be created from that, and to, through that, start changing gender norms in, you know, the specific context that we're operating in. Of course, always being very aware of the fact that, you know, something that's worked in one place is not going to work in another. So yeah, in the future, we're quite keen to obviously do that through our continuation of the Regreening Africa program, which Gloria also touched upon. That is quite exciting, and we're hoping to put some elements of what I mentioned into the implementation of that program, and to continue obviously supporting
and hoping to elevate the position of women through the Cargo program going forward in the institutional collaboration of the initiative, and obviously also all of our investments at national level. I hope these elements of response are okay for you, and yeah, happy to engage obviously in the follow-up to this session. Back to you, Katsu. Thank you. Thank you very much. So I will ask the same question to Mrs. Judy with the African Union. So Mrs. Judy, as I asked to Mr. Gottman, so what specific steps is the EU taking to ensure that gender considerations are fully integrated in its external environmental policies, especially with green job initiatives, and also giving the different interventions. So what specific areas needs to be strengthened to ensure effective gender equality integration in major donor programs? Thank you very much, and good afternoon from Nairobi. I am really humbled to be part of this webinar so that we can be able to highlight the critical role of women in the environmental sector. First of all, we all know the power of women coming together. They can do a lot, especially when it comes to climate resilience. They really focus towards one goal. When we come to the Great Green Wall, what we are really trying to do is we are trying to enhance the research on climate adaptation and resilience, which we also want to ensure that it needs to be locally led and inclusive so that the most affected people who are women have a voice in shaping the solutions. The other interventions that we are having is to ensure that we are creating spaces where women and other vulnerable groups can have meaningful engagement in equally important discussions that take place from the grassroots level. This will enable that, will ensure that we have a more effective participation of the vulnerable groups in the climate action. And by doing this, we'll be strengthening the capacity of different social groups to better represent their constituencies in decision-making processes to design locally relevant interventions. Something else we are doing is to ensure that we are raising awareness among vulnerable groups regarding the policies that support inclusion efforts that can also strengthen climate action. Because we know that when there is policy coherence at community, national, and regional levels, especially regarding the land ownership, which has contributed significantly to increasing gender equality and social inclusion, there will be the recognition of women's rights and the land ownership, which will enable the alignment between land tenure policies and climate resilient efforts. And something else that we are doing is to apply a gender-lens climate change vulnerability and risk assessment at the community level, which has been very crucial. And as we all know that the climate crisis, the research shows that investments are needed to build the climate resilient communities, which has been able to help the vulnerable groups, which include women, so that they can be able to withstand the impacts of the changing climate. So maybe to conclude, I would like to say that we are really trying to build capacity on women from the grassroots level all the way above, because we know that when women thrive, all the communities will flourish, and this will pave way for a healthier and more resilient future for all of us. Thank you. Thank you very much for this conclusion. And this is our last panelist. So thank you very much for all your insights. And I will hand over to Mrs. Mawa for the rest of the panel. Thank you. Merci beaucoup, Rokia. Merci beaucoup à nos brillants panélistes et
Merci beaucoup vraiment à toutes nos communicatrices et nos communicateurs aussi. Fabio, nous allons lancer le dernier sondage et clore le webinaire. Sure. Fabio? Would you like, Yes. Since we had planned 2 questions, would you like the question on what is your biggest takeaway or the question on what should we do with women? Okay, all right. So, yes, the link is the same, or you can scan the QR code. Feel free to put your responses here. And I will leave it open even after we close the webinar for some time, so people can have a bit of time to think about it. Mawa, back to you for closing remarks, I would say. OK. Merci beaucoup. On est déjà en retard d'1 minute. Je voudrais vraiment prendre l'occasion, une fois de plus, de vous remercier toutes et tous pour votre présence. Et voilà, on demande en fait de partager le lien encore. Fabio, the link is needed in the chat. I am putting it in the chat. Voilà. Merci encore d'être là, de nous avoir honorés de votre présence, de nous avoir vraiment partagé toutes ces belles expériences, toutes ces leçons. Nous allons nous assurer que nous allons mettre tous ces messages clés, tous ces appels dans le rapport du webinaire qui sera partagé avec vous, ainsi que le lien aussi de tout l'enregistrement de ce qui a été dit. Nous allons aussi produire un policy brief qui sera vraiment utilisé comme un outil de plaidoyer auprès de l'Union africaine, auprès de l'Agence panafricaine, auprès des donneurs, auprès vraiment de toutes les organisations impliquées et qui ont un pouvoir de faire changer les choses de manière positive pour les femmes, pour les hommes aussi, en faveur de la réalisation des objectifs de la Grande Muraille Verte, qui sont des objectifs certes régionaux, mais qui sont au service du monde entier. Vraiment, une fois de plus, merci encore et content de vous avoir eu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Merci. Bye bye. Thanks to everybody. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Oui. Madame Kessen, Madame Aïda, Emem, Gloria, Madame Adizatu, Rokia. Merci. Rim, thank you. Nathalie, merci aussi. Thank you and bye. Thank you. Bye. Mawa, merci à tous. Rokia, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, ça a été enrichissant quand même. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Madame Martine, merci beaucoup.